Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve après cette vidéo que j'ai fait sur le temps de la campagne présidentielle, le temps comme il est utilisé par les différents partis, différentes idéologies euh, présidentiables. Et voilà dit pas que, en écoutant la radio, j'entends Madame Pécresse parler de zone de non-France. Alors, je me gratte la tête, qu'est-ce que c'est que ça qu'une zone de non-France? C'est une zone qui est en France mais qui n'est pas en France, enfin voilà. Bon, puis soyons opportunistes, voilà que ça nous fait une opportunité de parler de l'autre dimension, l'espace et le temps. Ben, on a parlé du temps dans les présidentielles, parlons maintenant de l'espace. Parlons de l'espace en tant que distance, en tant que matérialité. Enfin, voilà. On va parler du pays. Qu'est-ce que c'est que la France pour les différents candidats à la présidentielle? Et on va voir que c'est des choses très différentes. Et on va voir aussi que ce rapport au territoire est vraiment un pivot euh, des idéologies dont on va parler. Alors, qu'est-ce que c'est que la France? Alors d'abord, évidemment, comme vous savez, nous autres anthropologues, on est amoureux des vieilles choses. Et donc, ben, France, c'est un mot ancien. Et qu'est-ce que ça désigne au départ? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas difficile, il faut prêter l'oreille aux Allemands qui parlent de Frankreich. La France, c'est le royaume des Francs. Voilà, le mot apparaît en tant que royaume des Francs. D'ailleurs, au départ, il désigne pas du tout le territoire français tel qu'il est aujourd'hui. Il s'oppose par exemple à l'Aquitaine, Francia, qui se distingue d'Aquitania, de Burgundia, de Germania. Et au tout début, c'est un mot que les latins, que les romains utilisent euh, pour désigner, à travers le mot francus, un peuple germain, une peuplade germaine. Et à cet endroit-là, il y a des étymologistes qui pensent que, de la même manière qu'on retrouve franc-tireur, franc-maçon, franco de port, qu'on retrouve là la dimension de libre, euh, France, ça viendrait de frei, free. Vous voyez, il y aurait que France, ça voudrait quasiment dire libre, et Frankreich, France, Francia, la zone des gens libres, quoi. Bien. Alors, voilà pour l'étymologie. On se retrouve entre le 4e et le 5e siècle sous les Mérovingiens, et on commence à parler de Francie. Francia, qui s'oppose par exemple à Italia. De la même manière, sous les Carolingiens, on va parler de Francia de l'Ouest, de Francia de l'Est, et la France devient réellement le territoire du royaume de France bien plus tard, au XIIIe siècle, sous Philippe Auguste. Bien. Donc vous voyez déjà ce que nous apprend l'étymologie, c'est que d'abord ça désigne plutôt un état, la liberté, par rapport aux Romains. Ensuite, ça désigne une zone qui correspond à l'étendue d'un peuple qui sont les Francs, qui est une peuplade germanique au départ. Et puis, ça s'oppose à certaines régions en France d'ailleurs aujourd'hui. Et puis, ça devient le royaume de France à un moment donné au XIIIe siècle. Bon. Alors, selon qu'on est dans telle ou telle discipline, la France, ça désigne des choses différentes. Si je suis démographe, ça désigne un ensemble de populations sur un territoire donné. Si je suis économiste, ça désigne un certain nombre d'infrastructures qui permettent à l'économie de se déployer, de règles, de normes, de ressources humaines, etc. Si de capitaux, d'expériences, de compétences, etc. Si je suis géographe, ça désigne un territoire donné avec des caractéristiques géophysiques, des fleuves, des montagnes. Bon, voilà. En tant qu'anthropologue, ce qui nous intéresse, c'est la France dans la culture, ce que ce signifiant euh, porte pour les gens. Et précisément, par exemple, la manière dont cette notion est utilisée, un peu n'importe comment, il faut bien le dire, euh, par les candidats à la présidentielle, les candidats et les candidates. Bon, alors allons-y. Pour un binôme FN-Zemmour, là, RN, pardon, je m'y ferai jamais. Pour un binôme Rassemblement national et le mouvement d'Éric Zemmour, dans le fond, on parle d'une France éternelle, une France qui serait née in illo tempore. Bon, ça j'en ai déjà parlé sur le temps. C'est une maison sanctuarisée pour la Sainte Famille, enfin non, pour un peuple qui serait le peuple français. Et vous savez que, ah oui, j'y viendrai tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment la terre des autochtones. Voilà.
C'est-à-dire que l'un comme l'autre imagine une espèce de lien sacré entre le sol et le sang. C'est-à-dire que la race des purs français, la race des purs serait ceux qui seraient nés du sol français, qui entretiendraient avec ce sol un lien presque consanguin, un lien organique. Donc ça nous renvoie au discours de Périclès sur la naissance d'Athènes. Pardon, oui, enfin, c'est ça dont il parle, où il dit effectivement que le vrai, le pur peuple athénien, celui qui n'est pas fait de métèques et d'étrangers, les autochtones sont nés d'Octonios, sont nés du grand serpent de la terre, sont des êtres chtoniens issus de la terre. Et donc on serait dans cette espèce de fantasme, fantasme parce que la France est une terre de passage et d'invasion et de mouvements sans arrêt, et d'immense diversité anthropologique. La France serait un lieu dans lequel il y aurait une espèce de lien pur et sacré entre un bout du peuple, hein, et puis le sol. Alors évidemment, la difficulté, c'est que on considère donc que si le peuple n'est pas pur, le sol est souillé et qu'il faut donc purger la terre, le territoire, la maison accueillant la Sainte Famille de tous les éléments étrangers qui ne participent pas de cette symbiose entre le sol et le sang. Bon, voilà pour ces braves gens. Vous entendez bien entendu toute l'ironie que je place dans cette formule. Mais vraiment, ils l'ont dans leur programme. Par exemple, quand M. Zemmour dit qu'il veut donner 10 000 € pour toute naissance en zone rurale, il nous dit vraiment il faut que des enfants naissent de la glèbe, quoi. C'est ça la symbolique qu'il utilise. Il ne s'agit évidemment pas d'apporter la prospérité et la santé aux paysans et aux paysannes et aux gens qui habitent en campagne. C'est pas ça la question. Bien. Alors, on passe à un deuxième groupe où on va retrouver aussi bien les Républicains, l'UDI et, de manière un peu étonnante, mais c'est M. Roussel n'arrête pas de nous surprendre, les communistes, le PC. Donc en fait, quand on parle de territoire, France, cet endroit-là, et c'est ce qui autorise Mme Pécresse à parler de zone de France et de zone de non-France, euh, on n'est pas dans cette relation quasiment génétique au sol. C'est pas ça. En fait, si on est un peu méchant, on pourrait dire que nos républicains, UDI, PC, etc., envisagent la France, le pays, comme une série de baronnies, de petites zones, justement, qui correspondent quasiment aux zones électorales, euh, et à l'intérieur de laquelle on rajoute une forme de récit appauvri de la grandeur nationale. Marianne n'est pas une femme voilée, De Gaulle, De Gaulle, De Gaulle. Donc c'est à la fois un grand récit du côté du sacré et qui est intangible, qui est intouchable, et de l'autre, des petits territoires qui correspondent en fait aux échelons électoraux, quoi. Bon. Donc quand on va dire la France des territoires, la France des régions, les zones qu'il faut passer au Karcher, les zones de non-France, etc., euh, en réalité, on envisage le pays sous la modalité de sa gouvernance par un corps régnant. Et, euh, et voilà, c'est-à-dire que c'est à la fois de l'intangible et du très tangible. C'est la France idéalisée comme Marianne avec le nez de De Gaulle d'un côté, et de l'autre, les territoires des élus, quoi, tout simplement. Bon. Donc c'est un territoire extrêmement segmenté, matiné d'un récit appauvri. Bon. Alors, la France, si on écoute les technos, dans le cadre duquel je rangerais LREM, les Verts, le PS, c'est un environnement sous bonne gestion. C'est un environnement économique, technique et environnemental qui doit être placé sous la bonne gestion d'experts aux mains sûres. C'est vraiment un pur espace mondialisé, en ce sens que c'est un, un espace qui jaillit de l'intensification des relations économiques et techniques, un espace qu'on peut tordre sans aucun problème en mettant des autoroutes, des TGV, des ceci, des cela, en arrêtant de desservir telle ou telle zone, créant des zones étranges où ça met très longtemps à aller alors que c'est pas loin, et puis au contraire des zones très loin où on peut aller très vite parce qu'on est entre deux pôles économiques très forts. Donc on est vraiment dans cette espèce de zone immatérielle qui surgit des flux économiques et techniques.
Et c'est vraiment un espace de bonne gestion. Qu'on parle de l'environnement qu'il faut bien gérer, qu'on parle de l'économie qu'il faut soumettre à une bonne gouvernance, qu'on parle de la vie sociale qu'on doit dynamiser grâce à une bonne gestion, etc. Donc c'est littéralement l'espace soumis et simultanément qui surgit euh, d'une bonne gestion, soumis à une bonne gestion et qui surgit d'une bonne gestion. Donc c'est vraiment l'environnement, la zone, en tant qu'elle est sous une gestion experte. Bon. Et en tant qu'elle doit, euh, d'une certaine manière, euh, exister sous forme d'environnement contrôlé pour ce qui est de l'environnement et produire de la prospérité en tant qu'elle est une zone de développement économique. Bon. Alors, à quoi ça s'oppose ça? Ben, ça s'oppose, de même que les deux premiers, c'est-à-dire le sol génétique des autochtones et le territoire baronnie avec vernigolistes de nos amis LR, tout ça s'oppose finalement à la France telle que comprise par l'avenir en commun. Et là, en fait, c'est assez marrant. Dans l'avenir en commun, c'est peut-être pas par hasard d'ailleurs qu'on s'occupe de questions très concrètes comme l'eau, le bois terre-paille, les forêts, vraiment de manière diffuse. Dans le fond, ce qui est proposé par l'avenir en commun, c'est ce que Hannah Arendt définit comme un monde commun, c'est-à-dire définir le pays en tant qu'il est interprété à travers une action. Voilà. Donc, dès qu'on a une action locale et une interprétation locale du monde à l'échelle de la fréquentation, et en l'occurrence de la France, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire comme pur agent économique. Ici, il s'agit de le faire comme personne qui envisage de changer euh, l'espace et d'en faire quelque chose, littéralement. C'est d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que la France, c'est ce qui surgit de l'effort citoyen pour interpréter et agir vers un salut commun, euh, ce qui est là. Ce qui fait que ben, on est obligé de s'occuper de tout ce qui est là. Voilà, on est obligé de s'occuper de l'eau, des infrastructures, de la terre, de la forêt, du bâtiment, sous cette modalité. Donc je reviens à mes moutons. La France, c'est ce qui surgit de l'action citoyenne qui interprète le monde et ce qui est là, quoi, le sol, la terre, les eaux, etc., pour créer un avenir souhaitable. Donc c'est la France, de ce point de vue-là, c'est euh, quelque chose de particulièrement idéologique et culturel en réalité, c'est ce que nous allons en faire, ce que nous voulons en faire, et l'effort mutualisé pour produire ben, le pays. En d'autres termes, c'est ce que nous allons en faire. Bien. Euh, c'est une assez chouette opportunité de faire culture, hein. C'est-à-dire, dans le fond, de retravailler localement, un peu partout, euh, à des définition locale de l'ordonnancement des choses, de ce qui fait monde, de ce qui fait sens. C'est ça une culture. Une culture, c'est, si on revient au mot latin, c'est un culte local à l'ordonnancement du monde. Voilà. Et c'est, bah, pour le coup, si on a dans chaque commune une régie municipale de l'eau, un grand débat pour savoir comment est-ce qu'on fait de l'énergie, un grand débat pour savoir comment est-ce qu'on économise l'énergie, justement, comment est-ce qu'on applique la règle verte. Si on diffuse partout dans le territoire cette énergie-là, de réinventer l'endroit dans lequel on est, de le réinterpréter, on a une très très bonne occasion de se réhabiliter au statut d'être de culture. Bon, enfin, j'avais envie de parler de nos amis trotskistes, et notamment bah, le NPA, le mouvement d'Anas Kazib. Euh, et on pourrait même parler de Nathalie Arthaud. Je dirais que c'est vraiment une interprétation d'anthropologue. C'est très faible ce que je vais dire. Ça manque en plus de témoignages directs. Mais mon hypothèse, qui me semble le plus pertinent de ce côté-là, c'est que dans le fond, pour les trotskistes, il y a deux France. Il y en a une qui est le lieu de l'exploitation, qui est le pays en tant qu'il est
soumis à des logiques capitalistes, en tant qu'il est soumis à des logiques qui aliènent, qui détruisent aussi bien les gens que la nature. Enfin voilà, c'est une chose. Et il y a une autre France qui surgit de manière épisodique, qui surgit de manière épiphanique, et qu'on définirait comme l'espace des luttes. Donc je dirais que c'est une zone, France, c'est une zone, un territoire avec des frontières à l'intérieur duquel on subit un certain type d'exploitation, zone très sombre, qui est illuminée par des myriades de petites lumières scintillantes qui s'éteignent, qui s'allument, qui s'éteignent, qui s'allument, et qui sont définies en fait par l'espace des luttes. Donc je dirais que pour ce groupe-là, bah, il y a deux France, une France continuelle et sombre et grise qui est celle de l'exploitation, et une autre France qui surgit par scintillement, là où il y a espace de lutte. Donc deux espaces, bah, l'espace d'exploitation et l'espace des luttes, qui évidemment se touchent, se superposent, puisque c'est des exploitations que surgissent les luttes. Bien. Voilà. Alors vous voyez que, juste pour résumer le tout, on a une France qui est dans le fond une, sur un motif presque antique, une réinterprétation du mythe de l'autochtonie, euh, c'est-à-dire une espèce de mythologie de la pureté, euh, dans lequel on dit un sol, un sang, les deux étant consubstantiels, et il faut expurger des frontières de la maison fermée, ceux qui n'appartiennent pas à ce rapport pur au sol. Ce qui... Deuxièmement, on a un propos très bricolé, très bizarre, dans lequel la France n'est plus vraiment un territoire. En même temps, ils n'ont jamais contesté les accords de Schengen, ces braves gens. Euh, et dans lequel, en fait, on parle d'une France composée d'une espèce d'addition de territoires très hétérogènes, à l'échelle des baronnies, et le tout sous un vernis qui craquelle et qui vont nourrir d'autres éléments. La France éternelle, la France ceci, la France cela, la France forte, la France youpi, c'était tout à fait dans le vocabulaire des ou catholiques, dans le vocabulaire des fillonistes. L'expression Marianne ne porte pas le voile accolée à, c'est propos tenus par Valérie Pécresse lors de son dernier meeting, un ensemble de références à la rhétorique zémourienne montre que bah, voilà, ils sont dans une définition un peu techno, historique, qui correspond à un pouvoir historique et qui commence à affaiblir. Ensuite, on a une définition purement techno. Une définition purement techno, purement mondialisante. C'est-à-dire la France est un espace qui surgit de l'intensification des relations économiques et techniques. Voilà. Une définition purement techno. Vous voyez, une définition mythologique, une définition techno-historique, une définition purement techno, celle de l'avenir en commun qui propose de faire du pays ce qu'on en pense à travers le travail citoyen. Enfin, en d'autres termes, il propose de faire pays en même temps qu'on se fait citoyen. Et puis la définition trotskiste, que je vois assez bien comme oui, un sapin de Noël clignotant, c'est-à-dire il y a une zone, qui est une zone sombre d'exploitation, illuminée de temps à autre par des espaces de lutte qui apparaissent, qui s'éteignent, qui apparaissent, qui s'éteignent, mais à travers lesquels on peut créer une forme de continuité en racontant l'histoire. Voilà, et ben j'espère vous avoir appris des choses et transmis une curiosité. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Probablement la semaine prochaine, je reviendrai vous parler un petit peu. Voilà, simplement pour explorer un petit peu la multiplicité des significations de ce terme, France, qui est utilisé de manière évidemment décisive pendant une élection présidentielle, euh, dont vous voyez bien que les uns et les autres ne l'utilisent pas de la même manière du tout. D'accord? Euh, Bon, bah écoutez, je crois que j'en ai assez dit. Si je continue à parler, je me répéterai. Ça fera une vidéo de à peu près pile 20 minutes. C'est parfait, c'est très bien. Salut tes joies.